Pour une fois, il ne vient pas nous parler d'immobilier. À la tête du groupe Quorum depuis plus de 10 ans, Frédéric Puzin est aujourd'hui sur le plateau de l'AGFI Actif pour nous présenter son dernier manifeste sur l'épargne. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous venez de publier un livre, Le Manifeste des nouveaux épargnants, une plaidoirie moderne où l'on retrouve une partie de votre parcours et une description du monde et des méthodes d'épargne d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Je voulais partager voilà ce que je fais depuis un peu plus de 15 ans maintenant, savoir gérer l'épargne comme confient nos clients. Et voilà, cette expérience depuis 15 ans m'a amené pas mal de réflexions sur la façon dont on fait notre métier et la façon sans doute dont on pourrait le faire un peu différemment. Et puis aussi un contexte très particulier, hein, l'épargne financière. L'épargne financière des Français, c'est 6 000 milliards. 6 000 milliards. Il faut savoir que la richesse que crée tous les ans la France, c'est environ 2 600 milliards. Le budget de l'État, c'est 370 milliards. Donc cette épargne, elle est énorme et elle est aussi assez improductive en définitive, puisque près de la moitié de cette épargne, entre l'assurance vie, le livret A, est donc sur des outils de placement, d'investissement pour nous, pour l'ensemble des citoyens français, en fait assez stériles pour l'économie. Et donc c'est ça qui m'a amené à avoir une réflexion là-dessus, puis à partager aussi certaines expériences. Et est-ce que vous l'avez écrit pour tous les épargnants, ou il est destiné à une certaine partie de la société? Non, je l'ai écrit pour mamie Janine, qui habite Vierzon, et cousin Kevin, qui est à Antony. Et quand je vous dis ça, c'est vrai. Parce qu'en définitive, on est dans un métier, dans un monde où on a l'impression qu'au quotidien, nous, nos confrères, vous, la presse, les médias qui sont spécialisés, on lance des navettes spatiales tous les matins, alors qu'en fait, on fait définitivement un métier assez simple. Et nos citoyens ont besoin de comprendre ce qu'on fait de leur argent. Voilà. Vous avez parlé de richesse, d'épargne à utiliser pour financer l'économie réelle dans ce livre. Vous mentionnez l'assurance vie, le paquebot de 1800 milliards d'euros d'encours. Vous estimez que son efficacité peut être à revoir, ça peut être amélioré. Pourquoi ? Il y a deux facettes autour de l'assurance vie, mais on pourrait prendre l'exemple d'autres produits d'épargne. Il y a une première facette qui est l'emploi qui est fait de cette épargne, l'argent, enfin notre argent, hein, on confie notre argent à un assureur. Et cette épargne, de quel usage en fait-on? En fait, pour l'essentiel, l'assurance vie. Alors quand on parle des fonds en euros, vous imaginez, j'ai employé un mot, fonds en euros. Alors vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est, et les gens qui vont regarder cette émission savent ce que c'est. Il faut bien comprendre que 95% des Français ne savent pas ce que c'est qu'un fonds en euros. Pourtant, ils ont quasiment tous un contrat d'assurance vie en euros. Eh bien, cette épargne sert pour l'essentiel à financer l'État, puisque qu'est-ce que font les assureurs pour le fonds en euros? Ils achètent du papier d'État, des obligations d'État, donc c'est l'État qui emprunte de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre aspect, c'est que pour les Français, cet argent, il est confié, c'est virtuel, ils signent un contrat qu'ils ne lisent pas d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui est fait de cet argent? À quoi il sert? En fait, ils ne savent pas. Donc, il y a ce dualisme entre, d'un côté, une épargne qui est en définitive assez stérile pour l'économie, parce qu'on voit bien que le budget de l'État, c'est 460 milliards. 1600 milliards dans l'assurance vie, enfin, il y a une forme de disproportion. Et puis de l'autre côté, le Français qui ne sait pas et qui a une forme de désamour pour son épargne, parce qu'il ne comprend pas, il ne comprend plus peut-être. Il a peut-être compris il y a très longtemps, mais aujourd'hui il ne comprend plus. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner pour améliorer l'efficacité de l'assurance vie? Je n'ai pas des solutions, hein, de façon très modeste. J'ai quelques réflexions, quelques idées. Et un exemple, enfin le meilleur exemple que j'ai, c'est ce que nous on a fait chez Quorum pendant 10 ans. Voilà, Quorum est un succès modeste certes, mais c'est quand même un succès dans ce tout petit monde qui est celui de la SCPI, qui était en gros un produit qui n'existait pas dans le marché de l'épargne il y a 15 ans. Personne ne savait ce que c'était. Alors SCPI, l'immobilier déjà il fallait faire le lien, vous voyez, c'était pas évident. Bon. Et depuis une dizaine d'années, on a essayé de se rendre ce produit simple, et une partie de notre modeste réussite, c'est juste d'avoir expliqué aux gens. Chaque fois qu'on achetait un immeuble, on leur envoyait une photo des immeubles. On disait qui était le locataire. Donc on expliquait ce qu'on avait fait de l'argent des gens, de nos clients. On expliquait qui était le locataire, qu'est-ce que ces salariés faisaient dans cet immeuble, et pourquoi est-ce qu'ils allaient rester dans cet immeuble un certain temps pour payer les loyers, donc que pour la SCPI, ils leur payent des dividendes. Et c'était à la fois très simple, personne ne le faisait avant, extrêmement basique, mais ça va de nos épargnants absolument incroyable. Et ça a été un succès incroyable parce qu'on a rendu les choses simples, parce qu'il nous paraissait nécessaire d'expliquer aux gens. Ils nous avaient fait confiance, il fallait qu'on leur explique ce qu'on faisait de leur argent. Et je pense que cet exemple-là, qui est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y a plein de gens qui sont rentrés aussi dans ces démarches, mais c'est véritablement ce qui peut réconcilier les Français et le monde de l'épargne.
Vous faites plusieurs propositions au sein de votre livre, dont une qui va concerner particulièrement nos lecteurs. Vous écrivez « Entre l'épargnant qui souhaite investir le fruit de son travail et l'acteur économique final qui reçoit l'argent pour financer un projet de développement, le nombre d'intermédiaires est colossal, je pèse mes mots ». Alors, en d'autres termes, vous suggérez de simplifier le circuit de distribution, de réduire la distance entre producteurs et consommateurs. Quel intermédiaire pour vous aujourd'hui n'est pas nécessaire et dans quelle situation peut-être? Je pense que le sujet de fond, c'est juste un sujet de bon sens. Hein. Si vous avez une chaîne de création de valeur dans laquelle vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 intermédiaires, il y a deux choses. Un, il y a un coût pour le client, quel que soit le domaine d'activité, qui devient prohibitif. Puis il y a un deuxième enjeu, qui est un enjeu de communication, parce que c'est la chaîne de communication entre un producteur qui parle directement à son client, qui peut être une solution, et puis un intermédiaire qui va expliquer à son client le produit d'épargne qu'il va vous vendre. Vous comprenez bien que la communication et la compréhension par le client, et même par la personne qui vend, du produit qui est vendu, ça devient très compliqué. Et c'est ça aussi qui crée de l'incompréhension pour les épargnants de ce qui est fait au fond de leur épargne. Donc il y a une chaîne de valeur qui doit être, de mon point de vue, reconsidérée. Et dans les exemples qu'on peut donner, on voit dans certains contrats d'assurance vie qui vont être vendus par un agent général de la compagnie, donc qui est aussi un indépendant. Voilà, on va avoir la compagnie, il va y avoir un contrat d'assurance vie. Dans ce contrat d'assurance vie, il va y avoir des fonds, il va y avoir des fonds de fonds, des fonds de fonds de fonds. Et au bout du compte, quel est le lien, quelle est la compréhension par l'épargnant? Tout ça est très nébuleux pour lui. Ça se résume à une signature sur un contrat qui fait 10 pages, que de toute façon il ne va pas lire. Et puis de l'autre côté, de temps en temps, il va relever un relevé qu'il lui-même ne comprendra pas. Et le conseiller qui va lui vendre, souvent, sera dans l'incapacité, et ça on l'a tous vécu, quand on va poser une question à un conseiller financier, des fois, la personne n'est même pas capable de vous expliquer concrètement ce qui est fait de votre argent. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il y a une autre voie à côté. Je ne dis pas que cette voie-là est complètement à écarter, mais il y a une autre voie qui me paraît beaucoup plus frugale, qui me paraît aussi beaucoup plus, on va dire, je ne veux pas dire authentique, mais beaucoup plus efficiente pour que l'épargnant comprenne ce qui est fait dans l'argent, dans lequel on va raccourcir la chaîne de distribution. Alors, je crois aussi à l'indépendance, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus compliqué pour quelqu'un qui va proposer en direct son produit d'épargne, quelque part d'être objectif, même s'il y a des barrières réglementaires, et c'est en ça que le conseil a tout son sens. Mais le conseil, il ne peut pas avoir 6, 7, 8 degrés différents. Voilà, il y a un niveau de conseil, et je pense qu'autour de ça, on peut imaginer qu'il y ait plus de lien entre le producteur, le gérant de l'épargne et l'épargnant. Alors après, oui, évidemment, quand on va parler d'assurance vie, il y a l'enveloppe fiscale qui rajoute une strate. Et on peut se poser la question d'ailleurs de la strate relative à l'enveloppe fiscale, mais qui est un autre sujet. Quand on va voir la banque, elle va avoir sa propre société de gestion. La société de gestion va investir elle-même dans d'autres fonds, etc. Donc tout ça rend les choses très compliquées. Alors soit on arrive à les rendre plus claires, et effectivement on peut avoir plusieurs chaînes. Faut-il encore que le coût reste acceptable? Et on voit bien ce qui est en train de il y a une prise de conscience autour de ça aujourd'hui. Il y avait hier une intervention avant-hier, je crois, du président de la CPR sur ce thème-là. C'est les frais. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et puis l'autre côté, le vrai enjeu, c'est de ramener les épargnants sur une épargne productive. Et pour ça, je pense que les Français sont prêts à rendre leur épargne plus productive, c'est-à-dire peut-être à prendre plus de risques. Mais il faut qu'ils comprennent. Et pour qu'ils comprennent, il faut qu'on leur explique en français. Donc des intermédiaires. Il faut des conseils. Exactement. Ouais. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne supprime quand même pas le conseiller en gestion de patrimoine. Non. D'ailleurs, il porte bien son nom, c'est un conseiller en investissement financier. Voilà. Mais ça peut être aussi le banquier qui conseille. Voilà. Mais tout ça doit se faire dans des proportions raisonnables en termes de coûts et en termes de chaîne pour que la personne qui fasse le conseil soit véritablement un conseil, c'est-à-dire qu'elle comprenne parfaitement le produit qu'elle vend. Vous dites, là, les intermédiaires font un pas vers les épargnants, démocratisation du langage financier pour aider. Vous mentionnez aussi dans l'ouvrage que les épargnants ont besoin de devenir des investisseurs. Comment on fait ça? Par quel biais on passe pour que les épargnants français aujourd'hui deviennent les investisseurs de demain? Alors, vous savez qu'en Europe, il y a des pays où les citoyens ne sont pas épargnants, ils sont véritablement investisseurs. Vous prenez par exemple les Pays-Bas.
les Néerlandais sont de véritables investisseurs. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a aussi une raison pour ça, c'est que le système de retraite est complètement différent de celui de la France. Donc pour se constituer une retraite, ils doivent le faire eux-mêmes, et donc ils prennent les choses en main, et ils sont véritablement investisseurs. Voilà. En France, je pense que la culture française et aussi notre système de retraite fait qu'il y a peut-être moins d'attention autour de ce qu'est un placement, et donc comment est-ce qu'on devient investisseur plutôt qu'épargnant. Épargnant, il y a un petit relent fin 19e, livret A, voilà, où on subit un peu les événements, on confie son épargne, et puis de toute façon le capital est garanti, et puis le rendement advienne que pour un. Or, pour réorienter les 6 000 milliards d'épargne financière vers véritablement une épargne productive, il faut, donc ce que je disais tout à l'heure, il faut expliquer en des termes simples où sont les risques, évidemment, et qu'est-ce qui va être fait de l'argent, à quoi il va servir, et comment cette épargne va être utile. Et ça, c'est très important. C'est notamment ce qui a expliqué le succès du crowdfunding il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui a été, semble-t-il, une forme de révolution dans pas mal de pays, qui a en définitive assez peu touché la France, mais dans lequel les épargnants investisseurs se sont reconnus une utilité. C'est-à-dire que leur épargne est devenue utile avec des choses concrètes qu'ils peuvent voir observer sous les yeux. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire un petit clin d'œil, mais la SCPI, c'est une forme de crowdfunding. La SCPI, donc c'est des épargnants, des citoyens épargnants qui se regroupent dans une société dont la gestion est assurée par un tiers, une société de gestion, mais qui n'est pas dans l'association entre les épargnants. Ils mutualisent leur épargne pour investir dans l'immobilier en contrepartie recevoir des dividendes. Voilà. C'était déjà d'une extrême modernité, sauf que ça s'appelle SCPI. C'est expliqué d'une façon qui est très compliquée, avec des termes extrêmement jargonneux, à telle enseigne que, encore aujourd'hui, vous posez la question dans la rue à quelqu'un, est-ce que vous connaissez les SCPI? Quand on va vous dire non, à votre avis, ça fait quoi? Peut-être de l'immobilier, dans la plupart des cas, c'est un produit de placement. Voilà un exemple concret. La SCPI est un produit de placement. Non, la SCPI, c'est de l'immobilier. Le private equity, vous parliez du crowdfunding juste avant. On est sur la bonne voie, non, pour passer de l'épargnant à l'investisseur? Oui, pour moi, le private equity, en fait, c'est la chose la plus intéressante, parce qu'on emmène les épargnants dans les entreprises, en direct. Directement. Ouais. Ça, c'est absolument génial. Le problème, c'est qu'il y a un petit sujet de liquidité, donc ça, il faudrait l'organiser. Alors la bourse, quelque part, a réglé ce problème depuis 150 ans. La bourse, ça sert à ça. Ça sert à rendre l'investissement dans les entreprises liquides. Le problème, c'est que la bourse est devenue quelque part autoporteuse, c'est-à-dire que le lien entre la bourse et les entreprises, aujourd'hui, devient extrêmement ténu, à telle enseigne que le pourcentage des entrées, des augmentations de capital qui sont faites en bourse par rapport aux capitalisations boursières, c'est même plus anecdotique, on parle c'est du micro-millimètre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent frais qui rentre dans les entreprises via la bourse, ou quasiment plus. Donc ça veut dire qu'on a une espèce de circuit qui tourne et qui est très éloigné de l'économie réelle, qui a beaucoup de volatilité, et qui, au bout d'un moment, avec des soubresauts et des crises, qui effrayent les épargnants. Le private equity, ça a beaucoup d'avantages, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Moi, j'ai vécu il y a une vingtaine d'années dans l'industrie. J'avais au capital de mon entreprise des fonds régionaux. Et derrière, avec évidemment des acteurs régionaux, des investisseurs régionaux, c'était extraordinaire. Voilà, il y avait une forme de partage, de compréhension, et il y avait véritablement un suivi de ce qui était fait par les investisseurs. Voilà. Je trouve ça assez fantastique. Le crowdfunding l'a fait dans pas mal de domaines avec plus ou moins de bonheur en termes de performance financière. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va ramener les gens dans l'épargne, à rendre les choses plus concrètes, plus proches, sur des thèmes qui parlent aux épargnants, qui doivent donc devenir des investisseurs. Est-ce que vous pensez qu'à terme, alors, le but de ce livre, c'est comment financer l'économie réelle. Est-ce que vous pensez qu'à terme, les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle pour financer l'économie réelle? Ma compréhension de l'économie, et je baigne dedans depuis un certain temps quand même, c'est qu'il faut toujours comprendre ce qu'on fait. Voilà. La monnaie, c'est un autre sujet. La monnaie, c'est un moyen d'échanger de la valeur. Ça a rarement été un moyen de créer de la valeur par lui-même, ou alors ça s'appelle plutôt de la spéculation. On a connu ça à l'époque de l'or. D'ailleurs, l'or existe toujours hein, comme placement. Mais la monnaie, au départ, c'est un moyen d'échange, d'accord, et qui est un outil de confiance. Voilà. Au XVe siècle, les marchands en avaient marre de se faire dévaliser en traversant les forêts d'Europe occidentale. Ils se sont dit, plutôt que de se trimballer avec nos tas d'or, on va se promener avec des papiers. C'est comme ça qu'est apparu le billet à ordre, puis le chèque. Un morceau de papier n'a aucune valeur en tant que tel par rapport à l'or, sauf qu'il y a une confiance, et cette confiance fait que ça a de la valeur. Voilà. Et donc ça peut s'échanger, etc. Mais en tant que tel, le papier n'a aucune valeur. Et donc,
avec le temps, ce sont les États qui ont garanti cette valeur. Parce qu'à l'époque, ça n'était que les banques, avec le temps, c'était les États. C'était déjà le cas avec les pièces en or, mais ils ont garanti le papier. Le billet a été garanti, etc. Donc la monnaie, c'est un outil de confiance. Mais pour moi, les crypto-monnaies, alors d'ailleurs le terme crypto, ça a un intérêt, c'est la partie encapsulage de la valeur dans une forme d'outil de protection au numérique. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est quelque part, c'est le sujet de la blockchain, et ça fait beaucoup de sens. Mais se dire qu'une monnaie en tant que telle a de la valeur parce qu'on a décidé qu'elle a de la valeur, je n'y crois pas une seconde. Ce qui crée de la valeur, c'est l'économie réelle. Voilà. Et c'est la réalité. La réalité, c'est le travail des hommes, c'est le travail des femmes, c'est ce qu'ils font de leur richesse en réinvestissant dans des entreprises, dans l'immobilier. Voilà. Et après, pourquoi pas des monnaies dématérialisées et complètement numériques. Ça me paraît parfaitement fondé. Mais faut-il encore que la valeur soit garantie et assurée? Mais se dire qu'une monnaie en tant que telle est intéressante en termes de placement, je suis assez sceptique. D'abord parce que je ne comprends pas. Et puis par ailleurs, on aurait pu annoncer ça depuis très longtemps. Par exemple, je vous donne ma carte bleue, je vous dis, voyez mon petit bout de plastique là, il va valoir 10 000 €. Est-ce que ça vous intéresse d'investir? Vous allez me dire, ça dépend. Vous me donnez votre numéro de compte et puis vous me donnez le code. Mais si je vous donne ni l'un ni l'autre, vous allez me dire, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la crypto-monnaie, on en est là aujourd'hui. Alors je pense que ça correspond aussi à un mouvement de société. Chaque génération a besoin de se réinventer. Et je pense que ce qui était très intéressant au départ pour les crypto-monnaies, et je pense notamment aux jeunes, c'est qu'on s'affranchissait justement des États, des organes de surveillance, etc. C'était une forme de liberté d'échange. Puis des banques surtout. Et ça revient à ce que vous disiez avant, la réduction. Exactement. Voilà, on se dédouane, on a vraiment... Tout à fait. Mais au bout d'un moment, je pense que le sujet a dérapé et qu'on s'est mis à imaginer, on va tous pouvoir devenir riches grâce à une monnaie qui a une valeur en tant que telle, indépendamment de ce qu'elle permet d'échanger. Voilà. Et pour moi, c'est la limite des crypto-monnaies aujourd'hui. Mais je suis certain que... Améliorer, ça va s'améliorer par la force des choses. Parce que c'est comme en toute chose, à force d'avoir des crises, et j'en ai souvent parlé, il va y avoir des soubresauts dans les crypto-monnaies. On en a encore une récemment. Le système va, je pense, s'autoréguler. Ou en tout cas, les États vont finir par s'en occuper et l'autoréguler. Mais avant peut-être d'en arriver là, si le système pouvait se réguler par lui-même et revienne à ce pourquoi il devrait être fait, à savoir être un outil d'échange et pas un outil de création de valeur en tant que tel. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter aux crypto-monnaies. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Pizan pour avoir été sur le plateau de l'AGFI Actif avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur la vision de notre invité et lire son manifeste, il est disponible sur l'ensemble des plateformes aux éditions First. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.